Monsieur le Président du MEDEF, cher Patrick Martin, Monsieur le Directeur général de France Travail, cher Thibaut Gully, Madame la députée, chère Joséphine Missoff, Monsieur le Directeur général d'AXA, cher Thomas Buberl, et Monsieur le Président du Cercle de Giverny, cher Romain Mouton, Mesdames et Messieurs. C'est un plaisir et un honneur d'être parmi vous ce matin dans ce lieu rare qu'est le Cercle de Giverny. Rare parce qu'il incarne un espace où les voix et les idées ne s'additionnent pas, mais dialoguent et dessinent un horizon commun. Nous vivons un moment de bascule, un moment où l'ordre du monde vacille et avec lui, beaucoup de nos certitudes. Nous avons trop longtemps cru, et sans doute naïvement, que l'histoire allait dans un seul sens, celui du progrès, toujours plus de droits, toujours plus de liberté. Mais nous avons découvert que rien n'est irréversible, que les droits peuvent reculer, que les libertés peuvent dépérir. Les digues morales cèdent, le débat privilégie le clash à la nuance, les forces les plus brutales, les plus cyniques, avancent non plus en catimini, mais bien à visage découvert. Dans ce contexte, la désinformation n'est pas un détail, un tweet mensonger, une vidéo manipulée, une fake news virale, et ce sont des marchés qui vacillent, des citoyens qui s'affrontent et des démocraties qui sont fragilisées. Face à cette offensive, nous n'avons pas le droit de rester dans l'approximation, dans la routine, ou pire encore, dans le défaitisme. Ce moment appelle du courage, il appelle de la clarté, et surtout, il appelle de la construction. Car ce que nous avons à défendre, c'est la République. La République comme exigence, comme discipline, comme promesse. Ce que nous avons à proposer, c'est un modèle français et européen. Un modèle qui ne choisit pas entre la souveraineté économique et la justice sociale, entre la performance et l'inclusion, entre la liberté d'entreprendre et l'égalité d'accès. Un modèle qui prend au sérieux les crises sociales, démographiques, écologiques, démocratiques, géopolitiques, et les affronte non pas par la peur, mais par la transformation. Ce modèle repose sur une conviction. La prospérité n'est pas un luxe, elle est une condition de l'émancipation. Elle permet à chacun de se projeter, d'avancer, de choisir. Et cette prospérité, elle ne se décrète pas, elle se construit, elle se partage. Nous avons besoin d'un tissu économique plus fort, plus juste, plus résilient. À l'heure où les tensions s'exacerbent, où les ressources se raréfient, où les liens sociaux se distendent, il est impératif de réinvestir nos fondamentaux. Travailler, ce n'est pas seulement produire. Ce n'est pas juste exécuter une tâche, remplir une fonction ou livrer un résultat. Travailler, c'est contribuer, créer, s'émanciper. C'est bâtir du lien et donc du sens. C'est à cette hauteur-là que nous devons penser notre économie. Non pas comme un système abstrait de chiffres et de flux, mais comme une fabrique de liberté, de citoyenneté, de dignité, de reconnaissance. Notre vision économique est celle d'un civisme productif, d'un capitalisme qui ne bride pas mais qui élève, où la performance ne s'oppose pas à la justice, mais au contraire la rend possible, où l'entreprise devient un acteur central de transformation sociale, non pas par militantisme, mais par lucidité. Parce que la transformation est aujourd'hui une condition de la performance. Cela suppose évidemment de faire notre part, de simplifier, de stabiliser, de donner confiance. Tout ne dépend pas du gouvernement, mais notre responsabilité, c'est d'envoyer des signaux clairs, de construire un cadre fiable, prévisible, notamment en matière fiscale, propice à l'investissement et à l'innovation. Nous ne voulons pas d'une croissance hors sol, nous voulons une croissance qui relie, qui bénéficie à tous et qui fasse société. Face aux fractures qui traversent notre société, l'inclusion doit devenir une stratégie de puissance. Trop longtemps, nous avons abordé l'égalité, la diversité, l'inclusion comme des causes nobles, certes, mais secondaires. Aujourd'hui, nous savons combien ces enjeux sont des conditions de performance, de résilience, de compétitivité. Une entreprise plus inclusive et plus performante, plus créative, plus réactive aussi face aux crises. Un environnement professionnel sûr où chacun a sa place est un facteur de stabilité, de cohésion, de projection. Et pourtant, malgré l'expérience, malgré les données, malgré l'évidence, nous voyons prospérer des discours anciens et dangereux qui opposent l'excellence à l'inclusion, le mérite à la diversité, l'efficacité à la solidarité. Nous devons avoir le courage de dire que la société que nous voulons n'est pas celle du soupçon, de l'entre-soi, de la sélection par l'exclusion. Elle est celle de la reconnaissance, de la capacité. Et c'est cette société exigeante, structurée, qui nous rendra plus forts. Et l'inclusion n'est ni en effet de mode, ni un luxe réservé aux temps prospères.
L'inclusion est une architecture, une construction rigoureuse, systémique, exigeante, qui se pense, se finance, se gouverne. Et c'est pourquoi je veux saluer ici la richesse, la rigueur et la technicité des thématiques de travail que vous portez aujourd'hui. Je sais qu'ici, vous ne vous contentez pas d'intention, vous cherchez à produire de la transformation et je vous en remercie. Et pour cela, 5 leviers doivent être activés, 5 chantiers majeurs sur lesquels, je le sais, vous allez revenir aujourd'hui. Le premier de ces leviers consiste à repenser nos modèles économiques pour qu'ils ne laissent personne de côté. Concevoir les biens, les services, les plateformes avec, dès l'origine, une attention aux besoins de toutes et de tous. L'architecture inclusive, ce n'est pas adapter en aval, c'est penser en amont. C'est intégrer dans l'innovation et le design l'exigence de justice sociale. C'est un choix stratégique autant qu'un choix éthique. Le deuxième levier, faire des chaînes d'approvisionnement un moteur de justice. Car ce que nous achetons, ce que nous finançons, ce que nous intégrons dans nos modèles de production façonne aussi nos sociétés. À chaque fois qu'un marché public ou privé est attribué, nous envoyons un signal. Nous décidons quel type d'emploi nous soutenons, quel type d'entreprise nous faisons grandir, quel type de pratique nous validons. Investir n'est jamais neutre. C'est pourquoi il est essentiel de continuer à injecter dans les marchés des critères sociaux et environnementaux exigeants et de ne pas les considérer comme des cases à cocher, mais comme des leviers stratégiques. Car chaque euro investi est un acte politique et je crois fermement que nous devons orienter les flux vers ce qui crée à la fois de la valeur économique et de la valeur sociale. C'est ainsi que l'inclusion entre dans le cœur des modèles d'affaires, pas comme une posture, mais comme une stratégie de puissance. Troisième levier, faire de l'entrepreneuriat un levier d'égalité réelle. Trop souvent encore, l'entrepreneuriat reste un privilège réservé à ceux qui ont le bon réseau, le bon capital, les bons codes. Nous devons continuer de soutenir résolument l'entrepreneuriat des femmes, comme nous le faisons à travers le programme 101 femmes entrepreneurs, dont j'ai lancé la 2e édition au mois de mars, de briser les barrières de financement pour les porteurs de projets, issus tant des quartiers populaires que des zones rurales, combattre les stéréotypes qui freinent les ambitions. Car à force d'entendre « ce n'est pas pour toi », on finit par y croire. Il y a des idées, chacun d'entre nous, il y a du potentiel dans chaque territoire. À nous de faire en sorte qu'il trouve un écho, un soutien, un débouché. Quatrième levier, lever les freins structurels qui empêchent l'accès à l'emploi et à la formation. Pour beaucoup de femmes, la question de l'emploi est inséparable de l'articulation des temps de vie. Tant que la parentalité restera synonyme en pratique de maternité, nous reproduirons des inégalités profondes. Même sans enfant, le simple fait d'être perçu comme en âge de devenir mère suffit à freiner. Nous devons construire un monde du travail qui respecte les trajectoires et les choix de chacune et de chacun d'entre nous et de travailler à une coparentalité réelle, concrète, équilibrée. C'est le sens de la proposition que je porte de créer un congé de naissance, plus court mais mieux rémunéré que le congé parental, qui encourage un véritable partage des responsabilités dès les premiers jours de la vie de l'enfant pour sortir enfin de cette injustice systémique où les femmes assument seules le coût professionnel de la parentalité. Le président de la République s'est prononcé en ce sens et donc nous avancerons. Plus largement, face à ces freins structurels, nous devons agir avec volontarisme et clarté. Nous devons transformer la promesse méritocratique qui est au cœur de notre République en une réalité pour chacun de ses enfants. Et cela suppose d'assumer des outils puissants. Je pense par exemple au programme Filles et Sciences que nous avons lancé il y a quelques semaines et qui vise à mettre en place des quotas dans les filières scientifiques, techniques, industrielles qui sont aujourd'hui trop masculins, trop fermés, trop segmentés. Et cela ne veut pas dire moins de garçons, mais plus de filles. Et cette différence, elle est fondamentale. Ce n'est pas un plafond qu'on rabaisse, c'est un tremplin qu'on installe. Un système plus équilibré, plus juste, plus riche de toutes les intelligences. Mais agir sur les structures, nous le savons, ne suffit pas. Il faut aussi nommer les discriminations là où elles persistent, souvent de manière invisible et donc de manière insidieuse. C'est pourquoi j'ai annoncé à Marseille le lancement d'une campagne massive de testing à l'embauche, inédite par son ampleur et par sa méthode. Dès cet automne, des CV-tests conçus de manière rigoureuse par un laboratoire de recherche en réponse à des offres d'emploi existantes et non en candidature spontanée seront envoyés pour mesurer objectivement l'ampleur des discriminations à l'embauche, testant 4 critères, le sexe, l'adresse, le prénom et le nom de famille. Nous ne voulons plus d'impressions, nous voulons des faits. Et à partir de ces faits, nous prendrons nos responsabilités et travaillerons si besoin à la création de mécanismes comparables à l'index sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes que nous avons créé en 2019, qui a prouvé son efficacité et que nous allons encore renforcer dans les prochains mois
avec la transposition de la directive européenne Transparence des rémunérations. L'égalité salariale, c'est la loi, et notre responsabilité, c'est qu'elle s'applique. Enfin, le 5e levier, renforcer encore le mentorat. Parce que derrière chaque parcours, chaque réussite, il y a souvent une main tendue, un mot de confiance, un modèle auquel on peut s'identifier. Dans les entreprises, dans les filières techniques, dans les métiers d'avenir, nous devons encore amplifier cette dynamique d'accompagnement qui élargit le champ des possibles et rend accessible ce qui semblait réservé à d'autres. Nous avons besoin de figures inspirantes, de femmes ingénieures, techniciennes, chercheuses, agricultrices, développeuses, qui viennent dire aux jeunes filles dans les classes « ce métier, ce parcours, cette ambition, c'est aussi pour toi ». Nous devons briser les murs invisibles qui empêchent de se projeter et de rêver grand. Cela passera par exemple par le lancement d'une plateforme que le ministère va initier et à laquelle participe très activement le MEDEF pour permettre à des femmes engagées dans les métiers en tension et les filières stratégiques de se connecter avec les enseignants et d'intervenir dans les établissements scolaires. Je veux aussi saluer les réseaux, les associations, les mentors qui agissent déjà avec énergie, passion, efficacité. Ils sont des multiplicateurs de confiance. Mesdames et messieurs, c'est en bâtissant cette architecture de l'égalité et de l'inclusion que nous pourrons faire face aux fractures qui minent notre société. Mais rien de tout cela ne tiendra sans les entreprises, sans vous. Vous êtes aujourd'hui en première ligne et vous avez à ce titre une responsabilité politique. Politique non pas au sens partisan, mais au sens de celui qui touche à ce qui façonne notre société, ce qui affecte ses valeurs, ce qui trace son avenir. Car l'entreprise n'est plus seulement un lieu de production, elle est un lieu de vie, un espace de projection et d'émancipation. Elle façonne des carrières, bien sûr, mais aussi des destins, des visions du monde, des formes d'appartenance. Lorsqu'elles soutiennent des associations, des initiatives citoyennes, lorsqu'elles prennent position pour les droits fondamentaux, elles deviennent des leviers de transformation. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui de bâtir ensemble une coalition d'entreprises pour l'inclusion. Ce modèle, je le défends à l'international, notamment aux Nations Unies en mars dernier, lors de la dernière session de la Commission sur la condition des droits de la femme. Nous y avons prouvé, le MEDEF y était présent, chère Garance, avec aussi des entreprises françaises comme Accor, Kering, Chanel, Engie, qu'il est possible d'allier performance et justice, de conjuguer croissance et équité, de soutenir activement les ONG féministes sans renoncer à la compétitivité. Il ne s'agit pas de choisir entre l'éthique et l'efficacité, il s'agit de comprendre enfin que l'une renforce l'autre. Face au vent mauvais qui souffle partant dans le monde, la France doit être le refuge de celles et ceux qui défendent les droits fondamentaux. Un pays qui protège, un pays qui inspire, un pays qui embarque. C'est dans cet esprit que je souhaite organiser d'ici fin 2025 un grand événement international à Paris pour fédérer les États, les entreprises, les ONG autour d'une coalition féministe, ambitieuse et concrète. Parce que la question aujourd'hui n'est plus de savoir si nous devons agir, elle est de savoir comment et avec quels alliés. Mesdames et messieurs, les temps de crise sont des révélateurs. Ils séparent ce qui tient de ce qui cède. Aujourd'hui, nous avons donc le choix entre le repli et l'engagement, entre la peur et la confiance, entre l'indifférence et l'action. Je fais le choix de l'action, du courage, et je sais que ce choix, vous le faites également. Je vous remercie.